Ni Dieu ni maître, paru chez Bulon. Merci Pascal, vous pouvez vous asseoir. Et je tenais aussi à remercier Robin, qui va interpréter. Robin, je crois qu'il va falloir assurer ce soir. C'est bon, mais merci à tous les deux. Et surtout, je tenais à vous remercier, avant de commencer à vous, Pascal Boniface, cette BD. Ce n'est pas le premier livre que vous écrivez sur lui. Vous avez déjà fait paraître une biographie, je crois, à la découverte, il y a quelques temps. Et les dessins sont des hallucinants. Et paru chez Lunoche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une question tout à fait simple. Pourquoi Léo Ferré? Tout simplement parce que je pense que Léo Ferré est le plus grand poète francophone du XXe siècle et qu'il a joué pour moi un rôle très fondateur et très formateur. J'ai connu, j'étais jeune adolescent, j'avais 14-15 ans, et c'était un choc. Un choc que j'ai connu par le fameux album Bobino 69. Le Figaro disait à l'époque « La clique de Nanterre devient la claque de Bobino ». C'était méprisant, et c'était un compliment en fait. Et donc Ferré incarnait à la fois la révolte, la contestation, mais aussi l'amour. Et c'était ce paradoxe que ce type âgé, des cheveux longs, chauve, qui était plus âgé que nos parents, qui paraissait plus jeune que nos parents et plus en phase avec cette jeunesse post-68. Et puis après, j'ai un peu parcouru son œuvre, qui est foisonnante, multiforme. Et effectivement, je me rappelle qu'en première, il y avait les épreuves du bac de français. J'étais un peu rétif, je ne m'entendais pas très bien avec ma prof de français de l'époque, mais voilà, Spleen par Léo Ferré, ou les poèmes de Rimbaud et de Lannes par Léo Ferré, on les retient beaucoup plus et on les comprend, et puis on va voir. Et puis il faut dire, à l'époque, c'était une époque où, dans les livres de français de l'époque, on ne disait pas quelle était la vraie nature des relations entre Verlaine et Rimbaud. C'était interdit de dire quelle était la nature de la relation de Verlaine et Rimbaud. Ferré le disait sur scène, leur rendait hommage, etc. Donc il bousculait tous les codes. Il bousculait tous les codes, mais on voit, vous parlez de ces années-là, on a le sentiment, lorsqu'on lit la BD, ce qu'il était une vraie star rock, presque, à un moment donné. Non seulement c'est une star rock, mais il jouait avec un groupe de rock. Oui, d'ailleurs, il a failli jouer avec Jimi Hendrix. Il est parti, il était en tournée au Canada, il a fait un détour par New York. Mais Jimi Hendrix était malade, c'était peu de temps avant la direction de Jimi Hendrix et ça n'a pas été possible. Il devait jouer aussi avec les Pink Floyd, mais ils n'étaient pas libres, ils étaient plus difficiles à joindre que Brejnev. Et puis il a fait avec ce groupe Les Zoo ce magnifique album sur la solitude, et effectivement il a fait un album de rock, de pop pendant une tournée dans toute la France, des dizaines, des centaines de concerts où la foule se massait. Et ça a été un vrai succès. Il est passé du rock à la musique classique. Il a un peu tout fait. Et ensuite, peu de temps après avoir chanté avec les Zoo, il dirigeait un orchestre symphonique de 80 personnes, 80 musiciens, les concerts Padoue, 60 choristes, pendant plus d'un mois au Palais des Congrès, 3600 places. Et Céline Vartan, d'ailleurs, qui devait le suivre, a été très fair-play, parce qu'il y a tellement de succès qu'elle a décalé son propre spectacle d'1 semaine pour que Ferré puisse faire des dates supplémentaires. Et là, il jouait quoi? Il dirigeait l'orchestre, il chantait en même temps, ce que tout le monde lui a dit qu'il était impossible de faire. Alors bien sûr, tous les musiciens, disons les chefs d'orchestre, disaient non, c'est qu'un chanteur de variété, il n'a pas le droit de faire ça. Mais les musiciens du concert Padoue étaient subjugués par ce qu'il faisait. Et en fait, il y a tous les soirs, en tout, ça fait 100 000 personnes qui sont venues écouter sans subvention de la musique classique, de la poésie. Et comme il disait, en fait, Karajan, c'est 1000 visons qui viennent le voir en ayant des places subventionnées. Moi, je ne demande rien à personne et je remplis les salles en faisant découvrir Beethoven, Coriolan, etc., etc. Et d'ailleurs, je ne savais pas du tout qu'il doit une fière chandelle au prince Régnier. Oui, effectivement. Alors, Ferré, c'est quand même un homme de paradoxe. Oui, tout à fait, c'est pour ça que je pose la question. Parce qu'il est anarchiste, il naît à Monaco, donc ce qui n'est pas vraiment la ville de la révolte permanente, et il était antimilitariste, et il meurt un 14 juillet
Bon. Il était anticlérical, ses parents s'appelaient Joseph et Marie, donc voilà. Son père n'était pas charpentier. Non, il travaillait au casino d'ailleurs. Bon. Et donc effectivement, Ferré avait composé un oratorio sur le texte d'Apollinaire, la chanson du mal-aimé. C'est pas celle de Claude François. C'est pas Je suis le mal-aimé, non, c'est la chanson du mal-aimé. Et je chantais cette romance en 1905 sans savoir que mon amour, à l'insolence du beau phénix, il meurt un soir, le matin voit sa renaissance. Musique magnifique. Et puis il la propose à la radio-diffusion de l'époque. Un comité se réunit et pendant 6 mois, pas de réponse. Puis ils disent non, on ne prend pas. Et donc un jour, il chantait dans des petits cabarets. À l'époque, il n'était pas connu. Il chantait dans un cabaret de 40-50 places. Et il y a Régnier qui dit tiens, il y a un monégasque qui chante, je vais aller le voir. Et puis il est présenté. Et Ferré dit vous savez, moi, ma vraie ambition, c'est pas de chanter dans un cabaret. J'ai fait un oratorio sur la musique, sur le thème d'Apollinaire, la chanson de mal-aimé. Ah, ben ça m'intéresse. Et donc le prince Régnier est venu dans le taudis dans lequel habitait Ferré à l'époque. Et il dit c'est formidable. Écoutez, je mets à votre disposition l'orchestre symphonique de Monaco. Et il a joué devant l'orchestre symphonique de Monaco. Alors les gens qui avaient refusé son oratorio à l'époque, au comité de sélection, ont dû quand même être un peu gênés, quoique ces gens-là ne sont jamais trop gênés. Et donc, et effectivement, après, il a fait un disque, il a eu un grand succès, et il a souvent mis à son répertoire. Et d'ailleurs, peut-être ses parents ont pu être fiers à ce moment-là. Oui, parce que là, ses parents, son père était très sévère, il l'a envoyé en Italie, dans un internat où il a beaucoup souffert, notamment de prêtres pédophiles, parce que ses résultats n'étaient pas assez bons, et c'est là où, en fait, où Ferré s'est forgé son caractère contestataire. Finalement, ça a été un mal pour un bien, et un solide tempérament. Et donc son père lui dit mais tu vas pas faire de la musique, l'Amérique ne nourrit pas son homme, il voulait qu'il fasse des études de droit, il était d'ailleurs à peu près en même temps que François Mitterrand à Sciences Po. Il envoie chez un dentiste, c'est un bon métier, tu veux gagner ta vie, et Léo Ferré se trompe, il met un truc endormissant dans l'œil, le patient hurle, le dentiste le vire, tant mieux, sinon il serait devenu dentiste, peut-être que les dents de Monaco seraient bien portées, mais enfin les oreilles de nos contemporains un peu moins. Et donc il a percé comme ça, et ses parents sont venus. Mais un peu plus tard, il publie Poète vos papiers, et son père lui dit n'envoie pas le torchon que tu as publié, tu ruines l'honneur d'une famille, etc. Son père c'était quand même un peu pétainiste, la droite, etc. dur et ordre et pas progrès, quoi. Oui, mais on voit aussi toute l'évolution de Léo Ferré, et ce n'est pas pour découragé aussi, parce qu'il a commencé à avoir du succès à peu près pas très jeune en fait. Ah non, il a commencé à avoir du succès au milieu des années 50, donc il est né en 1916, il va attendre un peu 40 ans, quoi. C'est Paris Canaille qui devient un succès, qui est chanté par d'autres. Lui disait, moi je veux composer, je ne suis pas un chanteur. Et en fait, il ne trouvait pas des gens pour chanter ses chansons. Donc il y allait, il a commencé dans des cabarets où il y avait 30 personnes, et puis il ne pouvait pas aller partout, parce que lui, il jouait au piano, et tous les cabarets n'acceptaient pas de piano, il fallait un peu de place. Il fait la première partie, Joséphine Béguer à l'Olympia en 55, c'est un désastre. Et puis, c'est au milieu des années 50 qu'il commence à voir le succès, effectivement, Paris Canaille, effectivement. Et là, il va, son grand triomphe, c'est l'Alhambra 61, une salle de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de places. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il commençait à être connu, il y avait Joli Môme, etc. Et Barclay dit, je vais prendre Léo Ferré, c'est un type qui a de l'avenir, et tout, c'est la fin des vaches maigres. Et Ferré dit, ok, je viens chez vous, mais à condition que vous enregistrez mon disque sur les textes d'Aragon. Barclay dit, ouais, non, ça n'a jamais marché, Aragon, en plus, il est communiste, etc., le public ne va pas suivre. Et Ferré en fait une condition. Et donc, il y aura ce disque Barclay 61, et en même temps les chansons d'Aragon, dont La Fiche Rouge, entre autres, mais aussi Est ainsi que les hommes vivent, aussi L'étrangère, etc., qui sera un grand succès public. Et Aragon, c'est assez curieux, parce que Aragon, c'était quand même l'ex-Stahl communiste, Ferré, c'était l'anarchiste. Il adhérait un jour au Parti communiste, il y a eu une réunion de cellules du Parti communiste, il a dit, je vais prendre la parole, et non, après toi, c'est pas après, moi c'est tout de suite, et il s'est allé. Mais en fait, avec Aragon, ils sont très bien connus, et Aragon a dit, on ne pourra pas écrire l'histoire de la poésie française, on ne peut écrire que différemment l'histoire de la poésie française après Léo Ferré. Et c'est vrai que La Fiche Rouge serait restée un texte inconnu si Léo Ferré ne l'avait pas aussi magnifiquement mis en musique. Et d'ailleurs, justement, il a eu cette possibilité aussi d'écrire pour d'autres gens. Et c'est la question que je voulais vous poser. Comment est-ce que vous avez découvert aussi Léo Ferré? Bonjour.
J'ai découvert Léo Ferré à travers mon grand-père, puisque il était très fan du trio magique, si je puis l'appeler comme ça, Brel, Brassens et Léo Ferré. Et avec le recul, puisqu'évidemment c'est pas la première fois qu'on me pose cette question, et au début je ne savais pas forcément quoi répondre, je disais je sais pas, je connais, c'est tout. Et je pense qu'avec le recul c'est plutôt à travers lui que voilà, j'ai découvert cet artiste. Et en plus, d'après ce que j'ai compris, vous connaissez à peu près 50 chansons à peu près. Alors pas 50, non. J'en connais, j'apprends j'apprends à connaître en ce moment encore son répertoire. Voilà, j'ai des choses sur lui. J'ai lu la magnifique BD d'ailleurs. Et donc voilà, des années après sa mort, moi j'apprends à le connaître. Et aussi on va s'entendre. Oui. Alors on commence par quoi? C'est moi qui dis? Oui. C'est moi qui dis. On va commencer par la vie d'artiste. On peut y aller. On peut y aller? Oui. Ok. Je t'ai rencontré par hasard, ici ailleurs, ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, même si ce n'est pas vrai. Il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans, vivre au-delà du temps. Ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui, depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine. Et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas. Et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours. Profitez-en, on vous amour. Les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir, et tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi, comme c'est triste. Tu peux remporter le phono. Moi, je conserve le piano. Je continue ma vie d'artiste. Et plus tard, sans trop savoir pourquoi, à l'étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais. Tu lui diras que je m'en fiche. Je m'en fiche. C'est magnifique, c'est bravo, vraiment. Je disais à Robin tout à l'heure que cette chanson
m'avait donné le regret de ne pas savoir jouer du piano, comme tu le joues magnifiquement, et c'est interprété de façon sublime. Bravo, franchement bravo. Merci beaucoup. Et la chanson raconte une histoire aussi. Oui, cette chanson, elle a deux histoires en fait, parce qu'au début, Ferré la chantait. C'était l'histoire de son divorce avec Odette, sa première femme, qui effectivement trouvait que un chanteur, ça n'importait pas, parce qu'ils avaient à peine de quoi se payer à manger, et donc Odette, lasse de ses soirées sans cinéma, de ce succès qui ne venait pas, a quitté, a divorcé. Et Ferré, après, l'a réinterprété de façon plus dramatique, là, comme Robin l'interprétait, avec la musicalité du piano et le bruit sourd du piano à la fin, pour évoquer son second divorce avec Madeleine, beaucoup plus dramatique, sur fond de mort, d'assassinat, de la ménagerie, dont Pépé, etc., et de vie qui n'était plus supportable ensemble. Donc il y a une séparation, disons, un peu mélancolique, façon chantée, et une séparation dramatique, façon scandée, comme tu l'as fait. Et c'est aussi Ferré le premier à commencer à parler sur de la musique. Bon, alors il y a des textes, lui là c'est une chanson qu'il a repris en parlant, mais il y a des textes qu'il a fait tout de suite en parlant, comme Le Chien, comme Il n'y a plus rien, ou Et Basta, qui dure 40 minutes. Et donc on peut dire qu'il est un peu précurseur du slam et du rap, parce que à l'époque, les programmateurs disaient « Mais non, sur une chanson on chante, on ne parle pas ». Il venait là encore briser les codes, mais ça a été repris avec un succès. Alors je ne dirais pas que c'est l'inventeur du slam et du rap, ça serait un peu exagéré, mais beaucoup d'ailleurs de slammeurs, de rappeurs s'en réclament ou l'ont en mémoire, et c'est vrai que ça a cassé les codes. Un texte comme Il n'y a plus rien, c'est 14 minutes, Le Chien c'est 7 minutes, 8 minutes, ça passe pas à la radio, surtout vu le contenu par ailleurs. Et d'ailleurs, on va revenir sur le contenu tout à l'heure, mais on a le sentiment aussi que parfois la critique n'était pas forcément très bonne avec lui, mais le public a toujours suivi. Oui, la critique, alors il y avait, disons que il y avait la critique musicale qui trouvait que c'était un chanteur de variété qui ne devait pas aller sur la grande musique qui était réservée à une élite. Et puis aussi, il avait beaucoup critiqué Castro, donc les journaux de gauche n'aimaient pas trop. Forcément, Le Figaro, etc., et la presse de droite ne l'aimait pas non plus, parce qu'il était anard, et donc il revendiquait cela. Donc effectivement, il n'avait pas bonne presse toujours, enfin quand même il y avait des gens qui l'aimaient bien, merci, mais il remplissait les salles tout le temps, et effectivement, il faisait toujours salle comble, et c'est vrai qu'en plus, après 68, il avait une politique, pas de place à plus de 10 francs, les places dans les concerts de Ferré étaient 4 fois moins chères que ceux de ses collègues chanteurs célèbres. Et ça n'empêchait pas, d'après ce que j'ai compris, que ses copains anarchistes les critiquent aussi, parce qu'il le trouvait un peu vendu quand même. Alors, pas ses copains anarchistes, parce qu'il a fait des dizaines, des centaines de galas gratuits pour le monde libertaire, pour la Fédé anarchiste, etc. Mais il y avait quelques radicaux. En fait, tout est venu de Jean Edernalier, qui avait fait le mythe que Ferré avait appelé la police dans un concert, que les gens voulaient entrer gratuitement et que les organisateurs ne voulaient pas. C'était pas vrai, Ferré n'avait pas appelé la police. Mais donc, il avait un peu monté cela. Il y avait aussi Jacques Martin qui avait, en fait, quand il répétait pour le Palais des Congrès en 1974, donc devant avec ses 8500 choristes, Jacques Martin voulait qu'il vienne à une telle heure qui n'arrangeait pas Ferré de répéter, donc Ferré n'a pas pu venir, et Jacques Martin était en colère, on ne refusait pas son invitation. Donc il avait fait courir le bruit qu'il avait une Rolls, et qu'ils avaient monté, c'est vrai que Ferré avait des tigres, mais regardez, c'est les puces de sa Rolls, en fait il vient en Rolls, il garde sa Rolls plus loin, et il vient à pied pour venir au concert. Il y a toujours des imbéciles pour croire à ce genre de conneries. La Rolls de Ferré, c'est un truc qui circule pas mal. C'était une fake news avant l'heure. Et donc, il y a des gens qui étaient un peu en colère, mais les vrais anards adoraient Ferré parce qu'il les aidera quand même sauver la recette plusieurs fois, quoi. Et d'ailleurs, à propos des circulations, lui, il a circulé pas mal à partir du moment où il a commencé à avoir du succès. Il a s'acheter des maisons quelque part pour aller créer aussi. Donc il était en Bretagne, il était dans les Lot, il était en Italie, et donc c'était aussi un périple. Oui, alors au début il habite avec sa seconde femme Madeleine, boulevard Pershing, c'est le hasard du calendrier, puisque c'est là que va être construit le Palais des Congrès. Et ensuite il va acheter une maison, il tombe un coup de foudre d'une maison magnifique qui est au large de Cancale, à peu près vers Saint-Malo, et c'est une maison juchée sur une colline à laquelle on peut accéder qu'à marée basse. C'est là qu'il va composer La Mémoire et la Mer, par exemple.
Et puis ensuite, à cause de son chimpanzé Pépé, qui ne tient pas en place, qui effraie les touristes qui viennent, etc., ils vont dans le Lot, où là, ils ont un château, effectivement, château de Perdrial, où ils vont s'installer jusqu'à la rupture en 68. Et ensuite, Ferré l'enfuit parce qu'il est avec Marie-Christine, qui sera son troisième épouse, mais qui à l'époque est mineure. Lui n'est pas encore divorcé. Et dans la France 68, c'est la tôle quand on fait ça. Donc il fuit un peu et ils vont s'établir en Italie, en Toscane, où il passera les 25 dernières années de sa vie. Et d'ailleurs, ce qui raconte aussi cette BD, comment est-ce que vous l'avez construite aussi avec le Kino? Parce que c'est très précis, il a pas beaucoup de textes, mais ça nous renvoie toujours à l'histoire de Léo Ferré et aussi à la création artistique. Oui, le bouquin que j'avais fait pour le centenaire de Léo en 2016, Léo Ferré toujours vivant, n'était pas vraiment une biographie. Ouais. C'était vraiment plus une analyse de son œuvre, de son rapport à la poésie, de son rapport à la musique, de son rapport à la politique également. Là, j'ai pris le fil biographique pour une BD, c'est le plus simple, et notamment pour que, là je vois beaucoup de jeunes qui je pense sont venus pour Robin, pas pour Léo Ferré, et j'espère qu'en écoutant Robin, ils auront envie d'écouter Léo Ferré. Voilà. Et donc, je mets la musique, la poésie en musique. Parce que il y a des textes sublimes, et moi, je mets les petits trous de ma musique pour emmener cette poésie un peu plus loin. Et donc, moi, j'ai mis mes petits trous de la biographie pour que des nouvelles générations s'intéressent à Léo Ferré. Mais quelle est la modernité pour vous de Léo Ferré aujourd'hui? La modernité de Léo Ferré, par exemple, un texte comme conditionnel de variété sur les conditions de travail des gens et sur le juge qui fait l'inverse de ce qu'il raconte, etc. C'est toujours les textes contre la peine de mort, comme Milieu d'Imètre sont toujours. Et puis ces chansons d'amour sont éternelles. Enfin, Robin a prévu l'un des plus beaux morceaux et certainement une chanson qui a suscité un certain nombre de naissances par la suite, j'imagine. Oui, on dansait pas mal là-dessus aussi. Oui. Et donc, ça reste toujours aussi actuel. Je ne sais pas si c'est la deuxième chanson que tu vas... Oui, c'est la deuxième chanson qui était prévue, voilà. mais par contre, ça permet de poser une autre question avant. Il y a quand même un versant, parfois, assez érotique dans les chansons des... Clairement, c'est même Joli Môme en 61. Oui. À l'époque, il y a une speakerine qui s'est fait virer de la télé française parce qu'on avait vu son genou. Hein, donc c'est dire quand même... et Léo Ferré, dans Joli Môme, t'es tout sous ton poule, il y a la rue qui est ma boule, t'as qu'une fleur de printemps, faut se la faire mais c'est bon. Franchement, c'était plus que limite par rapport aux autorités de l'époque. Et d'ailleurs, beaucoup de ces chansons étaient interdites. Il y a par exemple un beau texte, Merde à Vauban, sur les prisons, qui a été interdit parce que c'était contre les prisons, etc. Et Francis Blanche, qui était le comique de l'époque, qui était le collège de l'époque, disait « Ah oui, c'est vrai, c'est sûr qu'il y a un gros mot dans Merde à Vauban, c'est Vauban. » Oui, mais là justement, aujourd'hui, on n'arrête pas les bruits, on ne peut plus rien dire, mais à l'époque, on censurait carrément. Ah ben oui, ces chansons ne passaient pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait que France Inter, l'Europe 1 et RTL ont écrit un peu après. Et donc, si tu n'étais pas copain avec l'ORTF ou la radiodiffusion française, c'est le temps du général de Gaulle. C'était quand même le temps où le ministre de l'Information, Pierre Fitt, dictait le contenu du journal de 20h à la télévision. On a oublié ce temps-là, fort heureusement. Et donc, Ferré qui vient chanter Mon Général, alors là, ça risque pas de passer, qui vient chanter Pacific Blues contre les guerres coloniales, ou une chanson, Les temps difficiles, sur la torture en Algérie, Vas-y mon petit Youssef, sinon je te branche sur EDF. Bon, oui, ça passe pas à la radio, ça c'est clair. Mais cet extra, c'est passé à la radio. Oui, c'était en 69 cet extra. Ouais, ouais. C'est étonnant d'ailleurs. Oui. Et 69, mais à combien de temps a-t-il écrit cette chanson? Alors en 1 heure ou 2, comme avec le temps qu'il a écrit en 2 heures montre en main. Et effectivement, il disait je suis dicté. Je vais pas t'expliquer comment j'écris la musique et les paroles, je suis dicté. Il avait une sorte d'écriture. Et quand il mettait en musique un poème de Verlaine ou de Rimbaud ou de Baudelaire, il prenait un poème au hasard, il essayait d'écrire de la musique. Si ça marchait, il continuait. Si ça ne marchait pas, il passait à autre chose. Mais c'est pour cela qu'il a une œuvre foisonnante, parce que on parle Brel, Brassens, Ferré. Moi, je ne les mets pas tout à fait sur le même plan, pour bien des raisons, mais en tous les cas, Brel, Brassens, c'est une dizaine d'albums chacun, ce qui sont magnifiques. Ferré, c'est 50 albums. 50 albums. Et il faisait, au plus fort après 68, il faisait 200-250 concerts par an. Voilà. Donc là, ça va être extra, je crois, non? C'est ça, c'est extra.
robe de cuir, comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue, un air anglais. C'est extra, les maudits blues qui chantent la nuit, comme un satin de blonde mariée. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler l'archet qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Parce que il faut facile à planter encore. Et j'ai vu beaucoup de versions, et il y a des types très connus qui se sont plantés en chantant ça, et qui ne sont pas capables de faire le final que tu as fait. J'ai failli. Voilà. C'est toujours la même émotion en fait, écoutons. Ouais. Oui, bah écoutez, c'est vraiment la musique, ta compagne, tu te sens sur un bateau à Monaco, là, t'y es, quoi. Enfin, vraiment, quand tu entends ça, tu sens bien la nuit. Et en fait, il avait écouté, il roulait avec Marie-Christine en voiture pour aller d'un concert à un autre, et il avait écouté les Maudits Blues Night in What City. Et là, c'est vachement bien ça, tiens, etc. Puis il avait, après, écrit très rapidement cette chanson qui rappelle effectivement les Maudits Blues et qui montre aussi l'ouverture qu'il avait, parce que il y avait, je veux dire, entre la chanson à texte et le rock, il y avait un mur d'acier qui séparait les uns et les autres. Et Ferré a cassé ces murs. Au début, quand il y a les yéyés, ils les ont un peu bousculés, les chansons à texte, les Brel, Brassens, Ferrand aussi, on peut l'ajouter, qui les ont un peu ringardisés. Mais ensuite, avec un texte comme ça, les yéyés sont ringardisés. C'est parce qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Et par contre, Ferré était ouvert, effectivement, à Jimi Hendrix, au Moody Blues, donc au Zoo. Et donc, pour lui, il n'y avait pas de différence, c'était la musique et toutes les formes de musique. Et donc, il était vraiment dans une sorte de recherche de la musicalité, qu'est-ce qu'on peut mettre comme musique sur les textes, etc. Il y a toujours eu cette recherche-là. Et lui, il pouvait faire les deux, la musique et les textes. Oui, alors il a effectivement pris... il y a beaucoup de chansons dont on pense qu'elles sont de lui, qui sont sur les... On sait quand c'est Baudelaire quand même, ok, on va la différence. Il y a beaucoup de chansons qu'il a chantées de Jean-Roger Cossimon, dont on pense qu'ils sont de lui, mais en fait les paroles étaient de Cossimon,
dont notamment comme Ausstand, dont Ne chantez pas la mort, etc., ou Le temps du tango, qui est merveilleux aussi. Il y avait une vraie complicité entre ces deux hommes-là, et donc effectivement, il pouvait faire paroles et musique, comme pour cet extra, ou d'autres chansons magnifiques, et il a aussi été beaucoup chanté, d'ailleurs beaucoup plus par des femmes que par des hommes. Les femmes, notamment Paris Canaille a été chanté, enfin au début, c'est Catherine Sauvage qui lui lance un peu sa carrière en chantant des chansons parce qu'elle avait plus de présence sur scène. Au début, il n'avait pas tellement de présence sur scène. Ferry, il est mal fagoté, il reste un peu boudé sur lui-même, et c'est après qu'il va... Il avait les pianos toujours à un moment donné. Mais pas toujours, mais à la fin, bon, quand il n'a plus d'orchestre, il était seul avec son piano, mais seul avec son piano, il remplissait la salle. Je ne me rappelle pas qui lui disait, écoute, il faut que tu t'habilles un peu mieux. C'est Madeleine, sa seconde femme, qui lui dit après le passage catastrophique à l'Olympia en première partie de Eugénie Beguer, il était venu en fuseau, bon, c'était pas très sexy, quoi, c'est clair. Et donc, et puis il déconnait pas, il regardait pas le public. C'est vrai qu'elle a eu un rôle important en lui donnant de la confiance, de la prestance. Et ensuite, elle a eu un rôle plus important, enfin moins positif, en l'enfermant un peu. Par exemple, une chanson phare de Ferré, Les Anarchistes. Madeleine ne voulait pas qu'il la chante, parce qu'elle disait que ça va nous couper du public. Parce que pour beaucoup, les anarchistes, c'est Ravachol, c'est les bombes, etc. Pour Ferré, c'était la liberté, c'était libertaire. C'était pas les attentats, évidemment. Et donc, il ne voulait pas qu'elle la chante, et le hasard du calendrier fait que Ferré devait chanter pour la Fédération anarchiste à la Mutualité le 10 mai 68. Et donc, il faisait la balance avec Popol et son associé, et puis son pianiste. Et puis les manifestants du 10 mai passent en disant « Ferré, avec nous, je peux pas les gars, je chante ce soir ». Et c'est la première fois où il a chanté en public les anarchistes. Et à la fin, il ne voulait plus chanter les anarchistes, il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent, il ne voulait plus la chanter parce qu'il disait « Je suis contre les hymnes ». Et ça devient un hymne pour les anarchistes, et en fait, le drapeau noir, c'est encore un drapeau. Et donc, il ne faut pas que les anarchistes aient un hymne. Donc, malheureusement, le public venait pour écouter les anarchistes, et lui, il refusait ah, il y a un écho. Et lui refusait de la chanter pour que ça ne devienne pas une sorte d'hymne officiel des anarchistes. D'ailleurs, qui était Popol? Comment? Qui était Popol? Alors, Popol, c'est Paul Castagnier, c'est son pianiste aveugle. Il a eu un collier tout bébé qu'il avait rendu aveugle, et il l'a accompagné au piano. Et il l'a accompagné jusque... pendant 15 ans, là. Oui, pendant 15 ans. J'ai assisté au dernier concert qu'ils ont fait ensemble. C'était en mai 73, c'était le concert du Vessus. C'est vrai que j'ai pris les photos qui sont dans l'album. Et à la fin, Popol, disons, prenez un peu de liberté. Félix, attends, joue ma musique, joue pas la tienne quand même. Et surtout, ils ont eu un différent sur un texte « Il n'y a plus rien », qui est un long texte déclamé par Ferré. Et Popol trouvait que c'était un peu nihiliste, un peu anard. Il dit « Ah, tu vas décourager la jeunesse ». Bon, il faut demander l'avis aux jeunes. Moi, j'étais jeune à l'époque. J'avais 16-17 ans. Je trouvais ça vachement motivant. Vachement au contraire. Si tu t'aperçois que ta révolte s'encroute et devient une révolte, alors sors, baisse, aime. Enfin, ça te motive. C'est pas, bon. Et donc, je trouvais ça au contraire très motivant, très convaincant. Mais bon, Popol et Ferré se sont quittés. Popol a continué une carrière en solo, Ferré aussi. Et ils se sont réconciliés, retrouvés après. D'ailleurs, ce qu'on voit aussi dans les livres, la BD, c'est la rencontre au sommet. Il y a cette fameuse photo entre les trois grands... Le sommet des trois, Brel, Brassens, Ferré. Et alors, Brel, en fait, n'aimait pas tellement Ferré. Ils étaient tous les deux chez Barclay, et en fait, il n'aimait pas, et Brassens, ils avaient une relation. Et dans cette rencontre montée par un journaliste pour Rock and Folk, qui passe sur RTL, Ferré fait une proposition. Il dit, ce qui serait génial, c'est qu'on fasse une ronde. On vient tous les trois, on fait 10 grandes salles. Brel vient, il chante une chanson, il rentre. Brassens vient, il chante une chanson, il rentre. Je viens, je chante une chanson, et puis on finit tous ensemble. Et Brel dit, ah oui, pourquoi pas, Brassens, ah ben oui, puis ils n'ont jamais voulu. Et en fait, ça a été fait, mais par trois autres grands. Toi, tu connais peut-être l'histoire. Par trois autres grands, mais au Canada. Vigneault, Charlebois, Félix Leclerc, qui ont fait cela, un truc ensemble, et ça finit par, quand les hommes ils vont d'amour, ils chantent ensemble. Chacun chante ses chansons, des fois ils chantent à deux, c'est magnifique. Et Brel et Brassens n'ont pas suivi. Et il a eu quelque chose au Francophonie, je crois, à La Rochelle. Alors oui, il a fait Francis Lalanne. Voilà, alors oui, c'était Francis Lalanne qui était encore supportable. Et donc il y a effectivement beaucoup d'artistes qui viennent, c'est Jean-Louis Foulquier qui avait organisé ça au Francophonie. Donc des artistes viennent chanter des chansons de Ferré, Ferré chante et ils vont tous chanter ensemble. Il y a Higelin, il y a
Enfin, ils vont tous chanter ensemble au final le temps des cerises. Et d'ailleurs, justement, une question importante. Pourquoi avoir écrit tout ça à la première personne? J'ai l'impression que c'est Léo Ferré qui parle toujours à la première personne. Ouais, ça je dirais pas en défaussant, c'est un choix de l'éditeur parce qu'on la pouvait. Moi j'ai fait un texte qui a été personnalisé après, c'est une clause éditoriale, quoi. Enfin, c'est un choix éditorial. Et les choix aussi des couleurs, des choses comme ça, c'est tout à fait important. Il a très bien joué parce que parfois, pendant les moments où il change des périodes d'époque, les couleurs évoluent et changent aussi. Oui, ça c'est le travail du kino et du graphiste. Et en fait, moi ce que j'aime beaucoup dans le travail d'illustrateur qui a été fait, c'est ce passage où, comme dans une bande dessinée classique, tu as 10-12 cases par page, tout d'un coup tu as une page là qui te saute au visage dans des moments clés de la vie de Léo Ferré, et tu as l'impression que tu as une vague là qui te rentre dessus, et c'est vraiment très bien fait pour ça. Il a par exemple ça aussi, lorsque cette partie-là. Oui. Vous pouvez l'expliquer? Le chimpanzé. Oui, tout à fait. Non, là, quand il chante la première fois. Alors, tu veux que j'explique quoi? Là, il fait son premier grand concert où il a vraiment du succès. Ah oui, ouais. À la Labra en 61. C'est ça, oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose aussi, il ne s'attendait pas vraiment à ce moment-là. Si, il est déjà un peu établi. Et notamment avec ma chanson, je pense. Que juste ce qu'on lit. Et donc c'est compliqué à faire, ouais. Et vous faites les deux, la musique? Ouais, je fais les deux, ouais. Oui. Comment? Pas tout seul, mais il y a des chansons. Alors j'ai beaucoup plus de facilité à composer qu'à écrire. Donc je m'aide de quelques personnes pour écrire. Je compose tout seul. Et donc voilà, des textes viennent uniquement de moi, des textes viennent uniquement d'autres personnes. Ou ça arrive aussi qu'on me propose des textes et que je mette ça en musique. Donc moi je me sers d'un peu tout ce que je peux trouver. Et vous écoutez beaucoup des chanteurs à texte? J'écoute beaucoup de chanteurs à texte. J'écoute beaucoup de tout, en général. En chanteur à texte, comme mon grand-père du coup, j'aime bien écouter du Brel et maintenant du Ferré. Et puis plus on va dire dans le contemporain, un groupe qui s'appelle Feuget Arton. Et puis de l'anglais, du français, du jazz, du rock, du blues, je passe par un peu tout. Donc il faut se nourrir des Il faut se nourrir.
Et d'ailleurs, justement, à propos de nourriture, il y a quelque chose aussi qui m'a frappé dans le livre. J'ai trouvé qu'on est passé trop vite dans les livres. La Seconde Guerre mondiale. Une page, c'est 2 pages, ça passe. On ne sait pas ce qu'il a fait, vraiment. Rien. Rien. Voilà, bon. Donc il était en charge, il était sous-officier, il était en charge de tirailleurs algériens qu'il a ramenés de Paris au sud, et puis il a été démobilisé, donc il n'a rien fait, comme la plupart des militaires français, entre la déclaration de la guerre et juin 40. C'est bon. Donc non, il n'y a pas. Mais alors par contre, il était, enfin, il avait travaillé à cette époque-là avec un compositeur qui faisait les paroles, juif, et qui ne pouvait pas. Et donc lui, il a aidé un peu à se planquer. Et bon, son père était plutôt Pétain et lui était plutôt De Gaulle et Résistance. Quoi. Et d'ailleurs, on voit juste à la fin de la guerre, il rencontre des gens qui le conseillent, comment. Edith Piaf aussi, je ne savais pas qu'elle a été rencontrée. Et oui, il conseille Edith Piaf chante en 1946 à Monaco, sur tous les chanteurs vont à Monaco. Il va la voir en salon, à l'époque c'était possible. Il dit voilà, chante un peu, dit allez à Paris, allez à Paris. Et je voudrais juste rajouter un mot sur Avec le temps, parce que le destin, cette chanson, qui est quand même pour moi la plus belle chanson de la langue française, et pour beaucoup aussi, et qui est la chanson emblématique de Léo Ferré, il est écrit effectivement. On va essayer là. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça. T'as une de ces gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps,
croyait, pour un rhume, pour un bien, l'autre, à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait, comme traînent les chiens. Avec le temps, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui nous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard surtout, ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'est plus
Thank you.